Bien, parfait. Écoutez, je vous propose de commencer. Monsieur le directeur général, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous avons organisé les auditions de cette semaine autour de deux thèmes. La politique de santé d'une part et les agences en soutien aux collectivités territoriales de l'autre. Nous auditionnons cet après-midi le directeur général du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Nous recevrons dans un second temps, jeudi, les représentants de l'ANCT, Agence nationale de cohésion des territoires. Le CEREMA apporte une expertise scientifique et technique reconnue dans un ensemble de domaines variés, mais liés aux politiques territoriales. Environnement, transport, infrastructure, prévention des risques, sécurité routière et maritime, mer, urbanisme, construction de l'habitat, logement, l'énergie, climat. Si j'en ai oublié, vous pourrez toujours compléter en effet. Votre domaine d'intervention se rapproche par certains aspects de celui de l'ADEME. Vous apportez toutefois une ingénierie comme l'ANCT, une explication des limites d'intervention, éventuellement des chevauchements avec les autres agences sera clairement utile. Notre commission d'enquête ne cherche pas à supprimer les agences, mais à étudier les marges d'amélioration en termes d'efficacité du service public et éventuellement des potentielles fusions. À cet égard, le CEREMA est un exemple particulier puisqu'il résulte de la fusion de pas moins de 11 services différents. Cela m'amène à vous poser une première série de questions. La première, comment ce rapprochement d'un aussi grand nombre de services s'est-il déroulé? Avez-vous gagné en efficacité? Cela a-t-il permis une meilleure gestion des personnels? Le CEREMA nous intéresse aussi par sa dernière réforme qui a fait un centre d'expertise partagé entre l'État et les collectivités. J'en viens à ma deuxième série de questions. Compte tenu du nombre de donneurs d'ordre potentiels, comment arbitrez-vous entre les demandes qui vous sont faites? Certains élus nous ont dit que le CEREMA a été peu accessible par les petites communes. Quelle réflexion autour de cette affirmation? Avant de vous laisser la parole pour un propos introductif de 10 minutes, et on va essayer de tenir en 10 minutes parce que l'expérience récente nous montre que ça peut déborder assez largement. Il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Voilà, écoutez, monsieur Pascal Berthaud, je vais vous laisser pour un propos introductif contraint et je passerai la parole à madame le rapporteur pour une première série de questions et après à la suite de nos commissaires de cette commission. Merci, monsieur le président. Madame la rapporteure, mesdames et messieurs les sénateurs, effectivement, je vais essayer de tenir en 10 minutes, ce qui n'est pas complètement évident, puisque, comme vous l'avez signalé, le CEREMA est un petit peu au cœur du sujet de votre commission. Effectivement, on a été créé à partir de la fusion de 11 services à compétences centrales et nous avons effectivement mis à peu près 7 ou 8 ans à faire en sorte que la machine fonctionne. Alors, on aurait peut-être pu mettre, je sais pas, 2 ans de moins, mais en aucun cas, à mon avis, pas moins de 6 ans. Derrière, ce que l'on a fait, c'est qu'on a travaillé à la fois sur les effectifs, puisque l'État nous avait demandé de diminuer de 20% les effectifs sur le premier quinquennat 2017-2022, ce que l'on a fait, sur l'organisation bien sûr et sur les missions, avec une opération qu'on a engagée assez simple d'évaluation de chacune des missions, chacun des sujets sur lesquels on travaillait au regard de 2 critères. Premier critère, est-ce que ce sujet-là, il y a un enjeu majeur en termes de politique publique? Est-ce que c'est important que la puissance publique s'en occupe? Ou est-ce que, bon, après tout, on peut vivre sans? Et puis, deuxième critère, est-ce que là-dessus, le CEREMA est l'expert public de référence ou est-ce que d'autres entités publiques font mieux? Pour vous donner une idée, on est passé de 66 pôles de compétences à 22 secteurs d'activité. Donc on a fait une division par 3 des sujets dont on s'occupait.
ce qui évidemment a donné lieu à une vaste restructuration, environ 350 suppressions de postes et personnes à qui on a demandé d'aller voir ailleurs. 800 postes substantiellement modifiés, c'est-à-dire que le contenu du poste changeait à plus de la moitié. C'est une vraie restructuration et qui, je dois dire, est certainement celle qui a sauvé le CEREMA. Aujourd'hui, nous avons donc principalement 3 missions. Une mission de recherche, d'innovation, de développement méthodologique, une mission d'accompagnement sur le terrain des services de l'État et des collectivités, et une mission de diffusion des connaissances, parce que évidemment on capitalise toute la connaissance, on va dire, sur le sujet de l'aménagement au sens large, et c'est quand même mieux si on arrive à restituer cette connaissance au pays, avec à la fois bien évidemment des bases de données, Internet, etc., mais aussi une activité de formation continue et une activité d'animation de plateforme qui nous permet finalement d'animer un peu le milieu de l'ensemble des techniciens sur nos sujets répartis un peu partout dans les collectivités et les services de l'État. Derrière cette restructuration, on est arrivé, c'était une des questions dans le questionnaire, à se dire qu'au final, avec 20% d'effectifs en moins, on doit être à peu près à 10% de production en plus, ce qui est quand même assez important. On a évidemment un deuxième sujet derrière qui est notre relation aux collectivités, puisque grâce à la loi 3DS que vous avez votée en 2022, depuis mai 2023, nous avons une gouvernance qui est partagée, c'est-à-dire que les collectivités locales peuvent adhérer au CEREMA, comme elles adhèrent à leur agence d'urbanisme, à leur établissement public local. Et le pouvoir décisionnaire est partagé entre le collège des collectivités, on a 20 collectivités dans le conseil d'administration, et le collège de l'État. C'est un petit peu l'équilibre de la terreur. L'État a un droit de veto, le collège des collectivités a un vote à la majorité qualifiée. En pratique, on a vu une différence très très forte sur cet élément-là, c'est-à-dire que déjà, les collectivités viennent aux instances. Si vous voulez, sur 20, il y en a en permanence 12, 13, au conseil d'administration, au conseil stratégique. Et surtout, elles ont des demandes. Elles ont des demandes vis-à-vis du CEREMA, disant attendez, nous, on a tel et tel problème, on voudrait que vous vous intéressiez à telle et telle chose. Et puis, évidemment, on a un deuxième élément derrière, qui est que comme on est de fait un établissement de la collectivité adhérente, si elle souhaite faire travailler le CEREMA, c'est la règle du in-house qui s'applique. C'est-à-dire qu'il y a toujours, bien évidemment, une discussion sur le contenu de la prestation, sur combien ça coûte. Mais une fois qu'on est d'accord, ça passe par une lettre de commande et ça évite 4 mois de procédure. Il faut croire que ce mode de fonctionnement a intéressé beaucoup les collectivités, puisque à notre prochain conseil d'administration, dans 15 jours, nous allons dépasser les 1000 adhérents. Toutes les régions, sauf la Corse, sont adhérentes. Nous avons 86 départements et le reste se partageant à peu près à équivalence entre interco. On a 420 interco et 450 communes. Cette mécanique-là fonctionne effectivement pas mal. Il est vrai aussi que pour que ça fonctionne, nous avons une implantation sur le territoire qui est proche des territoires, parce qu'au CEREMA, on pense que d'aller aider les territoires, ça suppose quand même d'être proche. On a aujourd'hui 27 villes d'implantation, 4 outre-mer et 23 en métropole, ce qui correspond en gros à peu près aux anciennes régions. On s'honore de dire qu'au CEREMA, tous les effectifs sont dans les territoires. Nous avons à Paris, en tout et pour tout, 5 ou 6 bureaux dans les locaux de l'IGN, d'ailleurs, parce qu'on se fait héberger par nos amis de l'IGN, manière d'avoir juste un pied-à-terre, mais sinon, tous les effectifs sont spreadés sur l'ensemble du territoire. Vous l'avez compris, notre métier, effectivement, sur nos domaines d'activité, c'est vraiment de l'expertise. L'expertise, ça veut dire que, évidemment, on ne va pas s'occuper des bordures de trottoir, pardonnez-moi l'expression, des choses un peu simples. Et puis, pour que ça marche, il faut quand même qu'on ait sur place un minimum d'ingénierie. Quand on envoie un expert quelque part,
il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de le comprendre. Ce qui explique d'ailleurs ce que vous évoquiez sur les petites communes, où on a en réalité une vraie difficulté avec des toutes petites communes. Typiquement, la commune où vous avez secrétaire général de mairie un jour par semaine, un vieux garde champêtre. Moi, si j'envoie un expert, il ne se passe pas grand-chose. Alors, on a plutôt privilégié les intercommunalités, et typiquement, avec une interco de 10-15 000, il y a déjà un bout de service technique, et là, on peut commencer à faire des choses. Un élément important aussi, c'est que on a un principe au CEREMA qui est de ne pas rentrer en concurrence avec le privé, à tel point d'ailleurs que dans notre gouvernance, dans notre conseil d'administration, il y a un représentant de Syntec Ingénierie. Et au contraire, on a des conventions avec les syndicats de bureaux d'études privés. On leur fait de la formation avec cette idée de dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'offres privées qui existent, même dans les zones rurales. Le problème, c'est évidemment la compétence, parce que souvent, c'est des petits bureaux d'études qui savent faire des trucs un peu ponctuels. Et on a enclenché avec SINOF, qui est le syndicat professionnel de ces petits bureaux d'études, toute une politique de formation pour arriver à les faire monter en puissance. Voilà, aujourd'hui, le CEREMA, c'est à peu près donc 2500 personnes, donc réparties sur 27 sites, et un financement à peu près 2 tiers, 1 tiers, un bon 2 tiers de dotation de l'État et un petit tiers de financement que l'on va chercher, alors soit auprès des collectivités, soit auprès des entreprises, soit auprès de l'Union européenne, auprès de l'État aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est à peu près 190 millions de dotations pour 70-80 millions de ressources propres. Je précise, pour terminer, que évidemment, vous imaginez bien que le budget du CEREMA, pour l'essentiel, c'est de la masse salariale, puisque ce qu'on vend, c'est du jus de cerveau, quoi, hein. Et donc, très clairement, aujourd'hui, la dotation de l'État est inférieure entre 10 et 20 millions à la masse salariale des fonctionnaires en PNA, puisque les fonctionnaires au CEREMA sont en position normale d'activité, ce qui veut dire que c'est le ministère qui régit leur carrière et pas le directeur général du CEREMA. Alors, pour venir, je pense que je suis pas loin de la fin des 10 minutes, pour venir sur finalement la question qui motive ma convocation, avec ces questions de recouvrement des opérateurs, c'est sûr que ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le paysage des opérateurs dans le domaine de l'écologie, de l'aménagement pris au sens large, est assez divers. Il est assez divers pour... En fait, c'est le résultat de l'histoire. Les différents opérateurs se sont construits d'une façon ou d'une autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur notre champ, les recouvrements entre CEREMA, ADEME et ANCT sont quand même loin d'être négligeables. C'est probablement moins vrai avec l'ANA et l'ANRU, qui sont quand même plutôt dans leur couloir sur le sujet logement. Et c'est par contre assez vrai avec la Banque des Territoires, mais là, c'est l'autonomie de la Caisse des dépôts. On a le même sujet un petit peu au niveau local, hein. On a créé des agences départementales, en tout cas dans 80 départements à peu près. Et là aussi, on peut imaginer que ça fait certains recoupements. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de monter un groupe de travail avec les agences départementales pour finalement que le CEREMA puisse intervenir en expert de deuxième niveau, là où elles interviennent en opérateur de premier niveau. On est assez d'accord sur le sujet. La seule difficulté, c'est qu'il y a 80 agences départementales, vous avez 80 façons différentes de fonctionner. C'est très, très hétérogène. Mais en tout cas, nous, on essaye vraiment de faire ça. Alors, après, avec les opérateurs nationaux, évidemment, la question de la fusion peut largement se poser. J'avais moi-même été audité commission aménagement du territoire du Sénat il y a un peu plus d'1 an sur le sujet. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est clairement un chantier qu'il faut ouvrir. Simplement, on l'a vu en créant le CEREMA, voilà, on a fusionné 11 entités qui avaient quand même les mêmes statuts, des agents qui avaient les mêmes statuts, et
Pardon, on aurait pu mettre 6-7 ans au mieux. Ça veut dire que là, si vous partez sur une fusion CEREMA, ADEME, ANCT, c'est quelque chose de la décennie. Bon, en même temps, ce sujet-là, on en parle depuis 1 an et demi, ça fait déjà 1 an et demi sur 10. Donc plus tôt on commence, plus tôt on finit. Mais en même temps, ça ne règle pas le problème immédiat, si vous voulez. C'est un peu là-dessus que je tiens à conclure. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut certainement faire des choses, et pour ma part, j'y suis assez favorable, mais en même temps, il faut aussi régler le sujet immédiat. Alors, typiquement, avec l'ADEME, on a tous les 2 mois institué un comité de direction commun. On essaye de regarder quels sont les recouvrements, comment on fait. On dit, bah non, là, c'est plutôt toi, là, c'est plutôt nous. On essaye de comparer nos expertises aussi. Hein. Bah, là, ce qu'a fait l'ADEME est plutôt plus pertinent. Bah, donc, on va récupérer ce qu'a fait l'ADEME, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment agir à 2 échelles de temps. À la fois une échelle structurelle, mais on sait que ça prendra du temps, et agir immédiatement. On a la même chose avec la NCT, hein, avec un comité commun tous les 3 mois, etc. Voilà, et je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Très bien, merci. Je vais passer la parole à Madame le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour revenir sur des propos que vous venez de tenir et tout bien saisir, vous nous avez évoqué une suppression de postes à l'issue de la constitution du CEREMA. Est-ce que ces agents qui sont partis, donc je suppose qu'ils étaient de droit privé? Non. Est-ce que vous... Non. Enfin, non. Voilà. Donc, à ce moment-là, comment est-ce que vous avez réussi à faire partir des fonctionnaires? Ils ont été pris par d'autres entités publiques. Première question, parce qu'à la fin, ça reste un coût pour l'État. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi les fonctionnaires sont tous en PNA au CEREMA, alors que dans d'autres établissements, ils peuvent être en détachement sur contrat? Est-ce que c'est une demande au moment de la création de l'entité? Est-ce que là, c'est conjoncturel, c'est le contrôleur financier qui l'exige? Et ensuite, revenir sur le modèle de gestion du CEREMA. Comme vous l'avez bien vu, il suffit d'aller regarder la composition notamment du conseil d'administration. On est vraiment dans un objet un peu unique parce que la part qui est faite aux collectivités territoriales est très très importante. Et si on regarde le comité stratégique, il n'y a quasiment plus que des élus locaux d'ailleurs. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai été vite fait regarder. Il y a des fonctionnaires aussi, oui, mais enfin, les élus locaux sont quand même très prépondérants dans le comité stratégique. Donc, quel regard est-ce que vous portez sur ce type de fonctionnement et cette organisation conseil d'administration, comité stratégique? Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui devrait être répliqué dans toutes les agences opérateurs qui travaillent directement pour les collectivités? Et puis finalement, une question, en vous écoutant, je vois bien, enfin on comprend bien que le CEREMA produit un certain nombre finalement d'outils, d'analyse qui sont aussi au bénéfice des entreprises, puisque derrière, elles leur donnent la capacité de pouvoir agir sur les territoires pour construire et des pistes cyclables aux normes et des ronds-points. Enfin, voilà, je ne vais pas faire le catalogue de tout ce que vous fournissez comme service. Est-ce que, finalement, les entreprises ne devraient pas avoir une place plus importante? Et tout à l'heure, vous nous avez dit qu'un tiers des ressources, finalement, provenaient des entreprises et des collectivités. Sous quelle forme? Parce que je suis allée consulter aussi un peu votre catalogue de ce qu'on peut acheter comme prestation au CEREMA, et il y a un certain nombre d'éléments qui sont gratuits, notamment des logiciels ou autres. Est-ce que vous ne réfléchissez pas à augmenter vos ressources propres? Ou si aujourd'hui on est passé dans des logiciels gratuits, est-ce que c'est un cadre étatique qui vous l'impose, je ne sais pas, de données ouvertes, de partage? Enfin, parce que voilà, c'est un peu mes questions en vrac sur ce que vous avez dit dans ce propos liminaire. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Comment le rapprochement s'est-il déroulé et effectivement, les suppressions de postes.
En pratique, effectivement, à l'époque, nous avions à peu près 90% de fonctionnaires et assez peu de contractuels. J'y reviendrai parce que ce pourcentage est en train de changer, de façon d'ailleurs pas forcément voulue. J'y reviendrai. Nous avons beaucoup utilisé les mesures votées dans l'évolution de la fonction publique en 2019. Et globalement, donc on a fait du départ volontaire pour des gens qui n'étaient pas loin de la retraite. On a recasé un certain nombre de gens. On en a recasé un certain nombre dans l'administration aussi. Mais voilà, on a utilisé à peu près toute la palette de la loi de 2019. Ça a pris un peu plus de 2 ans. Et au jour d'aujourd'hui, sur les 350, il nous en reste 5 ou 6 sur les bras, pardonnez-moi l'expression, qui, très clairement, là, on n'y arrivera pas. Je veux dire, à un moment, toutes les mesures de la loi de 2019, elles marchent bien, mais il faut quand même que l'agent soit volontaire. Je veux dire, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous dit « moi, je suis fonctionnaire, j'ai mon poste, et de toute façon, quoi que vous fassiez, je ne veux pas bouger », mais vous voyez, l'un dans l'autre, il nous en reste 5 ou 6. Enfin, c'est pas extraordinaire. Alors, pourquoi les fonctionnaires étaient en PNA ? Parce que ça, c'est au moment de la création du CEREMA, les 11 entités dans lesquelles ils étaient, c'était ce qu'on appelle des services centraux, je ne sais plus quoi. Et les gens étaient fonctionnaires en PNA. Et, alors, il se trouve que comme j'étais à l'époque directeur de cabinet de la ministre et que j'ai négocié la création du CEREMA avec les organisations syndicales, clairement, c'était pas imaginable de passer à une logique fonctionnaire en détachement. Déjà, créer un établissement public plutôt qu'un service à compétence nationale, c'était déjà compliqué. Pour autant, je pense que cette question se posera un jour. Je commençais d'ailleurs à l'évoquer avec mes organisations syndicales, mais on voit que là, c'est quelque chose d'assez majeur. Et je pas persuadé qu'aujourd'hui on soit mûr pour le sujet. Juste, si vous dites qu'il y a des évolutions, ce serait pour quelles raisons ? Pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire que les fonctionnaires soient plus en PNA mais passent en détachement sur contrat ? Une souplesse beaucoup plus forte dans la gestion, tout simplement. Une souplesse beaucoup plus forte dans la gestion des agents. Juste, là, c'est très important, je pense, pour ceux qui ont participé aux auditions rapporteurs de vendredi. Donc, vous confirmez, vous, en tant que directeur d'établissement, qu'aujourd'hui encore, il y a une gestion beaucoup plus souple des agents publics quand ils sont en position de détachement sur contrat que de PNA. Oui, clairement. Alors, en plus, ce que j'évoquais à l'instant, on a un sujet qui est qu'on trouve de moins en moins des experts dans la sphère publique. C'est-à-dire que traditionnellement, si vous voulez, quand on ouvre un poste, on a un turnover, on est donc à peu près 2500, on a un turnover d'à peu près 300 par an, ce qui est pas courant, si vous voulez, dans la fonction publique, mais à la fois, c'est moins que les grands bureaux d'études privés, etc. Là, on est à 10-15%. Les grands bureaux d'études privés, ils sont plutôt à 20-25%. Donc, en réalité, on a de plus en plus de mal à trouver dans la fonction publique d'État. Donc, en gros, notre philosophie, elle est assez simple. On cherche dans la fonction publique d'État. Si on ne trouve pas, on va chercher dans la territoriale. Et si on ne trouve pas, on va chercher dans le privé. Le fait est qu'aujourd'hui, sur mes 300 recrutements à peu près par an, il y en a de plus en plus dans le privé. Et mon curseur entre fonctionnaires en PNA et contractuels, il bouge de 40 à 50 ETP par an en faveur des contractuels. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Et après tout, c'est pas illogique. Et je vais vous donner un exemple parce que je trouve ça prête à réfléchir. Aujourd'hui, une des personnes qui est probablement le plus attaché au service public, c'est notre chef de la cellule ouvrage d'art. C'est lui, le grand spécialiste, le grand sachant du programme Pont. Je peux vous dire qu'il est service public jusqu'au bout des ongles, et c'est quelqu'un qu'on a recruté dans le privé. Et qui d'ailleurs, justement à un moment, a dit « mais moi ça m'intéresse parce que je trouve que justement dans le privé, on me fait faire des choses avec lesquelles je ne suis pas trop d'accord, etc. » Donc voilà, donc le sujet, il n'est pas tellement celui du statut, et du coup, effectivement, c'est un petit peu un frein quand même, quoi. Non, mais j'entends bien, et ici on ne fait pas un procès de savoir si les gens... Mais c'est très important pour nous de comprendre ces questions de mobilité
des agents publics suivant leur statut, parce que normalement, un fonctionnaire qui part en opérateur, il devrait pouvoir facilement repartir dans son ministère de tutelle. Mais comme vous nous évoquez clairement le cadre de gestion beaucoup plus souple, on imagine par là qu'il y a aussi moyen du coup de pouvoir recruter les meilleures compétences techniques, certes peut-être à des niveaux de rémunération plus élevés en étant en détachement qu'en PNA. Oui, encore que pour les fonctionnaires en détachement, c'est pas tellement le sujet rémunération qui change les choses. Je veux dire, basiquement, c'est surtout le fait que vous avez un détachement qui est prévu pour une certaine durée et pas ad vitam aeternam. Peut-être revenir sur la deuxième salve de questions sur question du modèle de gestion État-collectivité. Ce qui a présidé à cela, un certain nombre d'entre vous avaient participé au débat, c'est simplement de dire qu'à un moment, l'expertise, elle est rare, et que comme elle est rare, on n'a pas les moyens de faire en sorte que la collectivité a son expertise, l'État a son expertise. Donner un exemple, hein, j'ai à peu près 300 spécialistes des ouvrages d'art. Là-dedans, j'ai entre 20 et 30 experts internationaux, vraiment de très très haut niveau. Même si je les mets au niveau juste en dessous de l'État, au niveau régional, ça fait 1,5 par région. Et là, on n'a pas la taille critique parce que, évidemment, l'expertise, l'ingénierie, ça se passe en groupe parce que c'est comme ça qu'on arrive à maintenir le niveau, à faire des progrès, etc. Et donc, l'idée de base, c'est celle-là, c'est de dire on est un établissement d'expertise de deuxième niveau et quelque part, la bonne échelle de mutualisation, c'est l'échelle nationale. Et pour autant, l'échelle nationale, c'est pas forcément l'État. Enfin, en l'occurrence, quand on travaille sur les mobilités, les infrastructures, etc., c'est des sujets qui sont à 100% pour certains des sujets de collectivité. D'où cette idée de dire, voilà, il suffit de faire un établissement qui est à la fois l'établissement de l'État et des collectivités. Moi, je tiens à vous dire que la première fois que j'ai dit ça un petit peu partout, d'abord, pour réfléchir juridiquement, il n'y a aucun grand cabinet d'avocats qui a voulu le faire. On peut trouver une copine avocate, voilà, elle fait le truc. Et puis, derrière, tous les gens à qui on en parlait disaient, enfin, c'est pas possible, ça n'existe pas, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à force de persévérance, il y a quand même un certain nombre de gens qui s'y sont intéressés. Et alors là, après, c'était le phénomène inverse. C'est-à-dire que quand les gens s'y intéressaient, ils disaient, finalement, c'est peut-être pas complètement con ton truc, on va essayer de t'aider. Pardonnez-moi le langage, mais bon. Et in fine, on arrive à quelque chose qui, en vérité, est assez simple. Quand vous regardez juridiquement parlant, enfin, vous avez voté les articles, hein, en réalité, c'est assez simple. Ça suppose évidemment d'avoir un mode de fonctionnement où les élus qui sont dans la gouvernance, pour le coup, s'y intéressent et se mobilisent. Et en l'occurrence, c'est le cas. Avec, il faut le dire, quelque chose qui a beaucoup changé sur les dernières années, c'est la possibilité de faire des instances de gouvernance partiellement en visio. Ce qui fait qu'avant, les gens avaient le choix entre venir à Paris, parce qu'on les fait à Paris, même si notre siège à Lyon, on les fait à Paris, parce que c'est quand même le plus pratique, ou ne pas être là. Finalement, on arrive en général à avoir un tiers des gens qui sont là, un tiers des gens en visio, et un tiers des gens qui ne sont pas là. Et ça fonctionne plutôt avec des vraies demandes. Alors, est-ce que ça peut se répliquer ? Bon, moi, évidemment, c'est le modèle que j'ai inventé, donc forcément, j'en suis un peu fanat. Donc oui, je pense que ça peut se répliquer dès lors qu'on est finalement dans un partage de quelque chose entre l'État et les collectivités. Et très sincèrement, là, comme je le disais, on est à plus de 1000 adhérents. Nous-mêmes, on a été très surpris. Ce qui d'ailleurs nous pose une question qui est comment on va pouvoir satisfaire nos adhérents. Voilà, on a été très surpris, mais ça veut dire qu'il y a ce système-là, il y a une vraie adhésion pour. Alors pour revenir sur le dernier point, dernière question sur les entreprises, on travaille beaucoup avec les entreprises sur les activités routières, notamment parce qu'on a des activités de laboratoire assez pointues. On travaille beaucoup avec les entreprises sur des contrats de recherche. On est Institut Carnot, ce qui nous permet de faire pas mal de choses en RPI, recherche en partenariat industriel. C'est quand même aujourd'hui, à mon sens,
Le maillon faible, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire monter, on doit avoir à peu près un peu plus de 20 millions de recettes pour les entreprises. Clairement, c'est quelque chose qu'il faut faire monter. Alors évidemment, après, la difficulté, c'est tout à fait ce que vous avez levé, en disant mais il y a plein de trucs gratuits. Ouais, il y a un truc qui s'appelle la loi Le Maire, qui, quelque part, a dit si c'est public, financé avec de l'argent public, tout doit être gratuit, y compris pour les logiciels. Alors, pour être clair, on réfléchit à des solutions de filialisation avec des partenaires privés qui permettent de s'en extraire, mais il faut bien dire quand même que, excusez-moi, l'impulsion du législateur et du gouvernement, ça a quand même été, vous êtes bien gentil, mais tout doit être gratuit. Juste une précision pour bien comprendre ce qu'offre à une collectivité le statut d'adhérent versus à une collectivité qui ne serait pas adhérent. Alors, deux choses. L'adhésion, elle est payante, mais elle n'est pas chère. Alors, elle est payante, c'est important parce que nous, il est essentiel pour nous que ça corresponde à un vrai geste de la collectivité. En fait, le vrai geste, c'est elle doit passer dans son instance délibérative le fait d'adhérer au CEREMA. Après, un département, c'est 2 500 €, une agglomération, c'est 2 000, quoi. Donc, c'est pas cher. Et évidemment, en échange de ça, ce qui est dû au titre de l'adhésion correspond à 2 000 € par an. Donc, clairement, chaque collectivité adhérente a un interlocuteur dédié. Elle a accès à un certain nombre de webinaires qui sont spécialement organisés. Elle bénéficie en avant-première de tout ce qu'on peut faire en matière de guides techniques, etc. J'ai pas un système, une des grosses productions de la maison, c'est les guides techniques. On doit en faire à peu près 80 par an, hein, pour vous donner une idée. Voilà, donc elle a ça. Et puis après, si elle veut, elle a accès à un diagnostic gratuit, notamment sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, mais c'est quelques jours. Et au-delà, si la collectivité souhaite aller plus loin, elle finance, pour le coup, elle passe une commande au CEREMA. On est, donc 2024 était la première année de ce nouveau système. On a fait entre 7 et 800 commandes de collectivités. Alors sur des petits montants. Je passe la parole à Hervé Reynaud pour une question. Merci, Président. Alors, le CEREMA apporte une expertise technique. Il ne s'agit pas de le contester. Mais vous n'êtes pas les seuls. Vous-même, tout à l'heure, et j'ai apprécié la sincérité de vos propos, vous avez cité l'ANCT, l'ADEME et quelques autres également éventuels partenaires pour les collectivités territoriales ou des opérateurs dans les territoires. Vous-même, je crois, il y a 2 ans, vous aviez porté un projet de rapprochement, si ce n'est de fusion, avec l'ADEME. J'avais 2 niveaux de questions. Comment se passe la coordination entre ces différents opérateurs sur le terrain, avec vous, et peut-être certaines lourdeurs que vous pouvez ressentir. Et pour vous, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, justement, qu'il y ait un rapprochement ou aller au bout de l'idée que vous avez pu avoir en tête il y a maintenant 2-3 ans, me semble-t-il? J'ai toujours une deuxième question à Hervé Moret. Merci, Monsieur le Président. Elle est complémentaire, effectivement, de celle qui vient d'être posée. Parce que, bon, effectivement, vous apparaissez, c'est rare que je fasse des compliments, mais plutôt comme un bon élève. Vous avez réussi à réduire vos effectifs, à améliorer votre productivité. Quand l'ANCT a été créée, l'idée de départ, c'était quand même de regrouper l'ensemble des acteurs qui sont des interlocuteurs des collectivités locales, tels que le CEREMA, par exemple, mais aussi on avait parlé de l'ANRU, on avait parlé de l'Agence nationale pour l'habitat, on avait parlé de plein de choses. Puis finalement, ça a été fait à minima. Et à l'époque, concernant le CEREMA, on avait dit à ceux qui poussaient dans ce sens-là, dont je faisais plutôt partie, le CEREMA a déjà été soumis à rude épreuve parce qu'ils viennent de subir une lourde restructuration. Ce serait mal vécu. Je ne sais pas si c'était exact ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. Aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, vous avez l'air plutôt ouvert à l'idée de rapprochement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, vous pourriez avoir un rapprochement, une fusion, plus qu'un rapprochement, une fusion avec l'ANCT ?
je crois que cette question des organismes multiples, elle est le résultat de l'histoire. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, vous avez cité l'ADEME, la NCT, on pourrait parler du BRGM, voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire, d'abord et de façon immédiate, c'est avec nos homologues d'essayer de passer, bien sûr, des conventions de coopération et derrière, d'essayer d'identifier là où ça frotte et de régler les sujets. On a fait ça avec le BRGM, on a fait ça, a commencé à faire ça avec l'ADEME. C'est un petit peu le b.a.-ba. Après, c'est compliqué s'agissant de l'ADEME parce que, en vérité, nous, notre idée, elle était plutôt de se dire, finalement, l'ADEME, c'est l'énergie, l'efficacité énergétique. Donc la mitigation, le CEREMA, ça va plutôt être l'adaptation. Sauf que, évidemment, et notamment à la faveur de France 2030, dont l'ADEME est le porteur pour les crédits, de fait, l'ADEME a largement élargi son spectre. S'est intéressé par exemple à des sujets de mobilité piétonne, piéton, vélo, enfin mobilité douce, qui n'était pas du tout sa tasse de thé. Et évidemment, dites à l'ADEME, vous allez gérer, je sais pas, 200 millions d'appels à projets pour les collectivités, etc. Forcément, l'ADEME s'est structuré pour avoir la compétence. Et très sincèrement, en tout cas, moi, vu du CEREMA, je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais été à la place de Sylvain Waserman, j'aurais sûrement fait la même chose. Donc on a, je pense, au-delà des compétences des opérateurs, on a un vrai sujet de réarchitecturage, je ne sais pas comment on dit, enfin de réarchitecturer le paysage, et ça ne concerne pas que les opérateurs. Donc voilà, si vous voulez, nous, l'ADEME, dans son contrat d'objectif qu'elle vient de signer, a un axe adaptation au changement climatique, qui n'était pas dans le contrat d'objectif précédent. Mais donc je pense qu'au-delà des opérateurs, et franchement, moi, c'est pas l'ADEME que je critique. Je pense qu'à un moment, il y a vraiment... OK, si on décide qu'il faut partitionner, etc., à ce moment-là, on le fait. Alors après, et effectivement, nous, on pense très clairement que la solution à moyen terme, c'est la fusion, parce que tous ces sujets-là sont entremêlés. Alors encore une fois, c'est plutôt ANCT, ADEME, CEREMA. En Rue et ANA, on est sur une logique logement qui est quand même un peu différente. Mais sur la NCT notamment, la question, elle est, à mon sens, assez évidente. Elle n'était pas possible au moment où on a créé la NCT, parce qu'au moment où on a créé la NCT, le CEREMA était dans un état tel que c'était compliqué. Mais en vérité, aujourd'hui, le CEREMA pourrait apporter aux missions de la NCT sa présence sur le terrain, ce qui est évidemment quelque chose de très fort. Voilà, donc nous, on pense que ça peut se faire. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avec probablement 2 échéances de temps. C'est-à-dire une échéance de temps, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, et puis qu'est-ce qu'on enclenche pour dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on sait que ça prendra du temps. Voilà. Puis dernier point, parce que vous avez dit qu'on était le bon élève, ça me fait vraiment plaisir. Mais en fait, on est le bon élève grâce à vous et grâce au gouvernement qui, si vous voulez, plutôt que de dire chaque année, allez, on va vous faire moins 3% en moins, moins 5% en moins, a eu, je le dis d'autant plus que j'étais pas là à ce moment-là, a eu, je trouve, la bonne idée de dire, ben voilà, sur le quinquennat, vous, c'est moins 20%. Démerdez-vous. Et ça, c'est bien parce que quand vous réfléchissez à je dois faire 20% d'économie, eh bien, vous ne réfléchissez pas du tout pareil que quand on vous dit je dois faire 4% d'économie. Juste peut-être pour nous préciser ce point, comment est-ce qu'on a pu vous dire moins 20% alors qu'il y a l'annualité budgétaire? Est-ce que les moins 20%, ils étaient dans votre com ou COP? Je ne sais pas quelle est la forme du document que vous avez. Juste pour qu'on comprenne, parce que cette question de l'annualité versus la pluriannualité, c'est souvent des arguments qu'on nous renvoie en nous disant « Ah, c'est pas possible parce que… » Et vous, en fait, vous dites que vous avez pu le faire justement parce que vous aviez cette pluriannualité. Alors, on n'avait pas de COP, donc il n'était pas dedans. Par contre, ça a été très clairement dit par le ministre. Et effectivement, il y a l'annualité budgétaire, donc il n'y avait pas de certitude sur le reste. Mais je peux vous dire que chaque année, très clairement, ça a fait moins 100 ETP. C'était...
Donc il y a eu pour le coup un affichage politique. Et l'exercice que je détaillais tout à l'heure, en disant on a pris tout ce qu'on faisait et on l'a passé au regard de 2 critères. Gros, est-ce que c'est important que le public s'en occupe et est-ce qu'on est bon, c'est salutaire. C'est salutaire. Alors après, c'est difficile à vivre parce que vous prenez en face le fait que sur un certain nombre de choses que vous faites, c'est... Voilà, quoi, c'est peut-être pas génial. Mais nous, en tout cas, c'est ce qui nous a sauvés. Parce que, évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous dites, OK, on ne garde que des choses où il y a de l'enjeu et où on est bon, évidemment, c'était assez facile de redresser l'organisme. Vous avez une question de Ghislaine Séné. J'en ai 2, pour être tout à fait honnête. La première, un peu crue, mais vous annonciez un budget de 199 millions d'euros. Donc, c'est la fusion de 11 services. Est-ce que, c'est peut-être pas vous, mais qui a évalué finalement le gain pour l'État de la fusion de services? Est-ce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite? La seconde, vous parliez d'une fusion éventuelle entre la NCT, l'ADEME et vous-même. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a des terrains de jeu différents. Par contre, un guichet unique pourrait être une réponse, me semble-t-il, puisque en tout cas la NCT est en train de développer, puis au travers de France Service, il y a peut-être une réflexion à avoir sur le sujet. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et une troisième question, Sébastien Fagnan. Merci, Monsieur le Président. Et à la suite de ce que les collègues ont évoqué dans l'articulation, dans l'écosystème des agences et opérateurs de l'État, ma question porte plutôt sur le lien avec les services déconcentrés de l'État, qu'ils soient régionaux ou départementaux, qu'il s'agisse de la DREAL ou des DDT et des DTM. Comment s'articulent les travaux du CEREMA, et notamment l'accompagnement des collectivités, avec les services déconcentrés de l'État, ou, si vous me permettez cette remarque, ce qu'il en reste, justement, puisque aujourd'hui, nous avons pu constater quand même ces dernières années une dévitalisation progressive des services déconcentrés qui sont parfois durement ressentis par les élus locaux, notamment au bénéfice, mais ce n'est pas une critique à l'égard des agences et des opérateurs, mais de ces derniers, avec aussi un renversement de logique. Nous évoquions plutôt pour des raisons budgétaires la pluriannualité, mais aussi cette politique du guichet qui tend à se mettre en place à travers des appels à projets qui sont parfois particulièrement chronophages et énergivores pour les élus locaux, qui peuvent aussi générer de la frustration. Donc, comment, dans ce paysage institutionnel aujourd'hui, vous concevez le rôle du CEREMA et le cas échéant d'une entité qui pourrait être appelée à voir le jour si d'aventure vous étiez appelé à vous rapprocher de vos collègues des autres agences? Je vous remercie. Et pour compléter la question, est-ce que je dirais la gouvernance, le président de la NCT, comment il accueille cette proposition de fusion? Ça peut être intéressant de savoir. Enfin, vous n'êtes pas à sa place, mais je pense qu'il y a eu des discussions qui ont pu avoir lieu, et c'est intéressant d'avoir aussi son avis, parce que je pense que vous êtes très proches les uns des autres. Peut-être Michael Weber pour une oui, moi, c'est question. toujours sur le même sujet. Merci, Président. La question qui se pose, c'est toujours celle de l'efficacité. Moi, je suis quand même inquiet. J'entends parce que on peut se dire finalement, est-ce qu'on remplit totalement les missions? Est-ce qu'il faut plutôt fusionner ou pas? Enfin bon, on a imaginé des outils. On sent quand même que ce qui manque, c'est, en termes d'efficacité, à mon avis, c'est la proximité et l'ingénierie qu'on peut mettre à disposition. Et est-ce que vraiment de fusionner l'ensemble, c'est une garantie en quelque sorte de meilleure efficacité ou de meilleure ingénierie à disposition du territoire? Enfin, voilà. Le gain pour l'État, ce qui est sûr, nous, c'est que ce qu'on a mesuré, c'est qu'avec 20% de personnes en moins, on produisait 10% en plus. Ça, on l'a mesuré. Au passage, on a mis en place une comptabilité analytique, un machin, enfin tout ce qui va bien. Et clairement, effectivement, on l'a vu. On l'a vu aussi, quand je suis arrivé au CEREMA il y a 7 ans, les recettes externes, ça devait être un peu plus de 20 millions d'euros. Là, on est entre 70 et 80, quoi. Donc, clairement, il y a, je crois, un vrai gain pour l'État, à la fois en efficacité. Après, ce qui est compliqué à mesurer, c'est que ce gain,
il est en partie effacé par l'inflation, par les mesures salariales. Moi, mes fonctionnaires, ma masse salariale à effectif constant, elle a pris 20 millions d'euros sur les différentes mesures catégorielles qui ont pu être prises, dont je précise d'ailleurs qu'elles sont prises par le ministère, c'est normal, mais elles ne sont jamais compensées. Pardon ? Oui, c'est pareil. Non, mais c'est clair. C'est clair, mais on n'est plus dans l'épaisseur du trait. Moi, depuis 5-6 ans, c'est 20 millions, quoi. Donc ça veut dire que c'est 20 millions qu'il a fallu, quoi. Enfin, en gros, si vous voulez, l'argent qu'on a été trouvé auprès des entreprises, des collectivités, il sert beaucoup à ça, quoi. Voilà. Sur le guichet unique, ben oui, bien sûr. Après, il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on a des collectivités qui sont adhérentes. On ne va pas les faire passer par le guichet unique, évidemment. Par contre, derrière, on a mis ça en place avec la NCT. Il y a un guichet unique assez simple, ça s'appelle le préfet de département. On n'a pas vraiment trouvé mieux jusqu'à présent. Et ça m'amène d'ailleurs à cette question. Nous, les relations avec les préfets sont très bonnes. Pour la petite histoire, on n'a pas besoin que le préfet soit délégué départemental ou régional. Par contre, moi, c'est très simple. Mes troupes, elles ont une consigne qui est de tenir au courant le préfet quand il y a un sujet. Et de toute façon, s'il y a un désaccord avec le préfet, on le règle. Et ça m'est arrivé une ou deux fois. Ça remonte jusqu'au directeur général. On s'appelle avec le préfet et on se met d'accord. C'est un point très important pour nous parce qu'on considère que, bien évidemment, on ne peut pas s'asseoir sur ce que veut un préfet. Sur la logique d'appel à projet, nous, alors évidemment, on n'est pas nativement un organisme financeur, même si on le fait un petit peu pour le programme Pont vis-à-vis des collectivités. Pour l'essentiel, nous, ce qu'on distribue, c'est de l'expertise, de la compétence. Et c'est vrai que la façon dont on fonctionne beaucoup, c'est l'appel à partenaires. C'est-à-dire, typiquement, si on veut travailler sur un sujet pour mettre au point des méthodologies, on écrit à nos 1000 adhérents en leur disant tiens, on veut travailler sur ce sujet-là. Et est-ce qu'il y a des volontaires qui ont envie de travailler sur leur territoire ? Et de fait, effectivement, à partir de là, en général, on prend entre 20 et 30 territoires. Ça permet de travailler, d'avancer. Et puis sur le programme Pont, on est pour l'instant plus dans une logique de guichet avec un certain nombre de règles, mais pas dans une logique de mise en concurrence des collectivités. Bon, même si, évidemment, compte tenu des fonds disponibles, on est obligé de prioriser sur, en gros, les ponts qui sont ce qu'on appelle en classe 4, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment malades, vraiment, vraiment malades. Voilà. Alors, comment les choses ont été accueillies par ANCT et ADEME, écoutez, vous leur demanderez. Non, mais vous leur demanderez. C'est clairement pas bien accueilli. Bon, voilà. Après, moi, je porte aucun jugement sur le sujet. Je parle plutôt des troupes, pas forcément des équipes dirigeantes. Mais voilà, on vit dans un pays. C'est très dommage d'ailleurs. On vit dans un pays où, dès qu'on parle de bouger quelque chose, les gens se raidissent, alors que. Enfin, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, l'objectif, c'est pas de supprimer des fonctions, etc. Mais honnêtement, on peut quand même mieux fonctionner. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a des peurs très très fortes sur le sujet. Alors effectivement, vous avez raison, la question, c'est l'efficacité. L'efficacité, pour moi, elle est, quand on fait des fusions comme ça, elle n'est pas tellement par ce qu'on gagne en effectif, etc. On gagnera évidemment, mais en même temps, c'est pas ça qui va réduire les 2300 milliards de dettes de l'État. Par contre, je pense qu'elle est beaucoup derrière dans la fluidité, dans le fait que il n'y a pas de voie d'entrée sur un même sujet, etc. Et là, je pense que globalement, à l'échelle nationale, on gagne beaucoup. Je voudrais revenir tout de suite, là, vous venez de mentionner que vous aviez mis en place une comptabilité analytique. Vous n'êtes pas au début de votre carrière dans l'administration. Donc, est-ce que je dois comprendre que l'État, quand il est État, n'utilise pas de comptabilité analytique, puisque finalement, vous n'avez que... Le CEREMA, ce n'est que la fusion
d'entités qui produisaient globalement les mêmes services avant. Mais donc eux, ils le faisaient sans avoir une idée du coût de ce qu'ils produisaient. Enfin, je ne sais pas, peut-être que j'extrapole un peu, mais c'est intéressant de nous avoir dit, voilà, on a fait ça, et surtout on a mis en place une comptabilité analytique, alors que finalement, toute personne qui produit du service, enfin même presque nous dans nos collectivités, si on va avoir une vision exacte de ce qu'on fait, de ce qu'on produit et quel coût on le produit, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement. Et j'aurais voulu aussi revenir sur les conditions de la fusion. Dans mes notes du propos liminaire, j'ai noté 27 implantations, 23 métropoles, 4 outre-mer. Si mes souvenirs sont bons, notamment dans les entités fusionnées, en Île-de-France, on avait une multitude de sites qui n'étaient pas tous au même endroit géographique. Est-ce qu'on doit en déduire que vous avez réussi à regrouper à l'intérieur d'une région tous les sites antérieurs en un pôle, qui n'est pas forcément la capitale régionale ou autre? Et si oui, comment est-ce que vous avez fait? Parce que là, ça pose une vraie question de la politique RH, parce qu'on peut parfois avoir des temps de trajet assez éloignés. Et est-ce que finalement, les agents qui sont partis, c'est des agents qui se trouvaient très éloignés de leur nouveau site d'emploi et donc qui ont préféré partir chez un employeur public qui était plus près de leur lieu de domicile? Ou sinon, comment est-ce que vous avez réussi à accompagner cette politique? Parce que c'est aussi des arguments qu'on nous renvoie à chaque fois pour nous expliquer qu'il ne faut rien changer. C'est de nous dire assez compliqué parce que les agents sont immobiles. Enfin, donc voilà, c'est intéressant cet exemple. Parce que l'Île-de-France, c'est très grand et vous aviez vraiment des sites un peu épars. Plusieurs points sur la comptabilité analytique. En vérité, ces services techniques de l'État avaient des vagues ersatz de comptabilité analytique dans les années 80, parce qu'à l'époque, les CT, c'était un peu le bureau d'études interne, et puis tout ça, c'était perdu. Moi, j'ai trouvé le CEREMA où la théorie, c'était que, et d'ailleurs, même avant les CT, ils devaient travailler pour les services de l'État, uniquement les services de l'État, et même l'État central. Bon. Un petit peu surréaliste. Donc, du coup, on a remis en place. Donc, il y avait quand même un petit peu un fond de culture qui restait. Après, c'est très compliqué de mettre en place une comptabilité analytique dans la fonction publique parce que c'est culturellement pas dans les gènes. Donc, nous, on a commencé à mettre en place une comptabilité analytique uniquement sur les projets. En disant, de toute façon, si vous avez un projet, vous avez un budget pour le projet, la moindre des choses, c'est qu'on se fait un devis, un machin. Enfin, sinon, vous ne pouvez pas travailler. L'avantage, c'est que c'est des ingénieurs. Donc, donc, on a mis ça en place pendant 3 ans. Et là, à compter du 1er janvier 2025, on a étendu à l'ensemble des activités, donc y compris les activités de support, etc. Mais voilà, il faut le temps quand même pour y arriver. Sur les conditions de la fusion, et notamment sur les questions de regroupement, la vraie difficulté à laquelle on est aujourd'hui confronté, c'est que schématiquement, on a 180 bâtiments, ce qui est à peu près 2 fois trop, mais ils sont dans un état lamentable pour 170 d'entre eux. Enfin, c'est assez... c'est même reconnu par la direction de l'immobilier de l'État et son directeur. On a approuvé à la fin de l'année dernière notre schéma directeur immobilier, où en gros, l'idée, elle est assez simple, c'est de dire j'ai 180 bâtiments, je vais me replier dans 80-90 bâtiments, et puis ceux qui restent, je les valorise, soit je les vends, soit je loue, je mets des gens dedans, etc. Et c'est là que vous tombez sur un problème organisationnel au sein de l'État, c'est que quand vous voulez faire ça, d'un côté, vous avez la DIE, Bercy, qui vous dit, oui, mais si vous vendez un bâtiment, d'abord, la moitié de la somme, elle reste à Bercy pour réduire les 2300 milliards de déficit de l'État. Et puis après, vous avez votre ministère de tutelle qui vous dit, ouais, mais bon, c'est des bâtiments du ministère, donc moi, je prends l'autre moitié de la somme. Et là, vous vous retrouvez à devoir expliquer en disant, mais bon... Vous comprenez bien que si je dois faire une opération et que, en vrai, même l'argent de la vente, j'en touche pas 1%, ça n'ira pas. Donc on en est là. Sur les regroupements, ce qu'on a essayé de faire sur l'Île-de-France, c'est de garder une partie à l'est, une partie à l'ouest.
parce que justement les temps de déplacement peuvent être importants. Donc notre direction territoriale Île-de-France est éclatée entre l'Est et l'Ouest. Notre siège est à Lyon, et comme je le disais, on a quelques bureaux à l'IGN, ce qui permet de fonctionner en fait à des modes un peu inférieurs. On est de façon générale en train de réfléchir à des modes de regroupement. À Lyon, par exemple, alors au départ, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent l'agglomération de Lyon, on était au fin fond de Bron, tout près de l'aéroport de Bron. Mais ça veut dire que quand vous vouliez aller prendre le train, c'était minimum 1h30 à l'avance, et plutôt 2 heures. Après, vous mettez 2 heures pour aller à Paris, ça marche vachement bien. Donc là, c'était pas possible. Donc pour l'instant, on a loué des locaux à La Soie, locaux qui sont sur un hub de transport en commun qui marche très très bien. Mais typiquement, avec notamment le télétravail, qui de fait que les bureaux sont moins occupés, on est en train de réfléchir à regrouper tout le monde dans le centre de Lyon. Le télétravail est un facteur assez important sur les questions de locaux. En pratique, en plus, nous, on a des métiers où 1 jour, 2 jours de télétravail, ça marche assez bien. Vous savez, quand vous êtes à 2 jours de télétravail, vous n'êtes plus qu'à 60% d'occupation des mêmes locaux par construction. Donc ça fait partie effectivement de l'équation. Ah si, peut-être. Finalement, aujourd'hui, on pourrait presque dire que le CEREMA est un des derniers opérateurs qui conserve des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et surtout à maîtrise d'œuvre via notamment les études. Globalement, quel regard vous portez finalement sur cette externalisation de la maîtrise d'œuvre hors de l'État, qui est de plus en plus confiée au secteur privé? Est-ce que vous pensez que ça explique en tout ou partie, ou peut-être pas du tout, un peu le rejet général qu'on peut avoir du système de fonctionnement en agence, du fait que les collectivités se sentent abandonnées, enfin voilà, la petite musique qu'on entend, alors plus ou moins suivant les territoires dont on est issu, mais pour qu'on essaie de comprendre ce qui a changé, parce que on nous dit c'était mieux avant, puis quand on essaie de comprendre pourquoi c'était mieux avant, on n'arrive pas à avoir vraiment de réponse concrète. Alors, plusieurs éléments. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé ma carrière dans les années 80 dans une DDE à l'époque, en plus la DDE La Réunion qui était assez costaud, où effectivement les services de l'État apportaient une aide très forte aux collectivités. Et puis, à un moment, on a dit non, mais c'est pas bien, ils peuvent pas être à la fois juges et parties. Donc, là, on a réduit à la TESAT. Et puis, quelques années plus tard, on a dit il faut supprimer la TESAT. Le résultat, il est assez simple. C'est que depuis qu'on a supprimé la TESAT, tout le monde pleure. D'abord, moi, j'ai interrogé mes amis du privé pour savoir, mais finalement, quand on a supprimé la TESAT, est-ce que votre marché a grossi? Il a baissé. Il a baissé pour une raison toute simple, c'est que les collectivités, particulièrement les plus petites, si elles n'ont personne pour leur faire les dossiers, elles ne risquent pas d'aller chercher une entreprise, un bureau d'études privé. Donc là-dessus, nous, on pense très clairement que si on veut arriver à régler ces problèmes d'ingénierie de premier niveau, au plus près des territoires, il faut sûrement recréer quelque chose qui ressemble à la TESAT. Alors, peut-être pas de la même façon, peut-être pas dans les services de l'État. Par rapport à votre question tout à l'heure, pour un ancien de DDE comme moi, quand je vois les compétences qui restent dans les DDT, mais c'est dramatique. Il n'y a plus de compétences techniques. On avait cette force d'avoir, j'allais dire, depuis la subdivision, le système des subdivisions jusqu'aux plus grands experts internationaux. Le système précédent, il garantissait que même si vous habitiez au fin fond d'un département rural,
vous aviez votre subdivisionnaire qui pouvait vous apporter un peu de choses, puis si c'était plus compliqué, on faisait venir le gars du siège de la DDE, puis si c'était plus compliqué, on faisait venir l'experte, voilà. Et à la fin, vous arriviez à faire que s'il y avait un problème de pont qui était vraiment compliqué dans une commune de 200 habitants, on pouvait faire venir monsieur Henri Virlejeu, meilleur expert international connu. Et en fait, c'est ça qu'on a perdu. On a perdu ça, et avec des gens qui se retrouvent très seuls. Et voilà, nous, clairement, on pense qu'il faut recréer quelque chose. Alors nous, on le voit bien dans la logique CEREMA-ADEME fusionnée, mais peu importe, en réalité, c'est surtout, il faut recréer quelque chose, d'autant plus que on compense, on a essayé de compenser en finançant des chargés de mission dans les collectivités. Alors, il y en a plein, hein, pour cœur de ville, petite ville de demain, machin, nous, on en a recensé 3000. Sauf que vous embauchez des jeunes sortis d'école, ils sont tout seuls dans la collectivité. Si vous voulez, les 5-10% qui sont très bons, ils arrivent à faire du boulot. Puis les autres, si vous voulez, avant, le jeune, il arrivait, il était dans une équipe de 20 personnes, il avait un chef, des collègues. Là, moi, je trouve qu'on met ces jeunes dans des situations absolument épouvantables. Et qu'est-ce qui explique que finalement, le CEREMA n'a pas pu reprendre le rôle, ce que faisaient avant les DDE? Parce que, d'abord, on est à une maille régionale, et pas, enfin, même si c'est les anciennes régions, hein, mais, et pas départementale, et parce que, clairement, le CEREMA, il a repris tout ce qui était au-dessus des DDE, c'est-à-dire les CT, les machins. Effectivement, pour aller plus loin, c'est faisable, hein, mais il faut y mettre un peu d'effectifs. J'ai deux questions. J'ai Cédric Vial et puis Michael Weber. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et ce que vient de dire la rapporteure, un des sujets, c'est les compétences qui sont dans les préfectures. Et donc, c'est une des questions. On a fait le choix d'externaliser à des agences ou à des structures comme la vôtre un certain nombre de compétences. Et deuxièmement, il y a une question de culture. Moi, j'ai connu aussi... je ne suis pas très vieux, mais je suis jeune depuis longtemps maintenant. Et j'ai été élu en 2001. J'ai connu la TESAT aussi. Et quand on l'a vu, la disparition de la TESAT, on a vu non seulement une perte d'ingénierie, mais on a vu un changement de culture de l'État qui, avant, dans les DDT ou dans les DDE plutôt, était là pour accompagner les collectivités et qui, depuis, sont là dans une posture d'instruction, de contrôle. Et donc, la relation avec l'État a changé à ce moment-là, et c'est un changement de culture. Aujourd'hui, dans l'organisation qu'on connaît de l'État, hormis la complexité supérieure qui est celle qui est la première compétence que doit avoir un élu aujourd'hui, c'est de se repérer dans la jungle des agences, des structures qui peuvent l'aider. On va bientôt créer une agence pour se repérer dans les agences. Et on va devoir créer des postes d'ingénierie, c'est déjà le cas en partie, pour essayer de comprendre comment fonctionnent les agences qui peuvent nous fournir de l'ingénierie. C'est d'ailleurs ce que fait l'agence de l'eau. J'ai appris, elle finance les départements pour aider les collectivités à monter des dossiers auprès de l'agence de l'eau. C'est la boucle est bouclée, on commence à marcher sur la tête. Ce changement de culture, si on voulait que l'État redevienne ce qu'il a un peu perdu de vue, c'est-à-dire un partenaire des collectivités, et pas toujours ni une tutelle, c'est pas le but, ni uniquement un agent instructeur qui va demander toujours des comptes de l'évaluation, etc., mais qui va la co-construire avec lui. Est-ce que c'est compatible avec cette organisation, ou est-ce qu'il ne faudrait pas justement remettre de la compétence, de l'ingénierie dans les services de l'État? Michael Weber. Oui, alors moi qui suis depuis quelques jours un peu moins jeune, mais qui l'ai été aussi, j'ai été élu en 95. Enfin, comme ça, chacun peut reprendre l'histoire. J'ai connu à l'époque la belle époque de la DDE et de la DDA. Parce que je rappelle qu'il y avait à l'époque deux organismes différents, avec deux compétences particulières. On l'oublie. Puis la TESAT. Et en fait, la question que je me pose aujourd'hui, toujours sur le prisme de l'efficacité du coût, parce que je me souviens de ce que c'était quand on a passé à la TESAT, où les maires, j'en faisais d'ailleurs peut-être un peu partie à l'époque, se plaignaient de devoir payer une cotisation, etc., qui restait somme toute assez modique, il faut quand même se le dire, comparé à ce que l'on paye aujourd'hui, soit à des bureaux d'études privés, soit au département. Et c'est là où je voulais en venir, c'est la question des agences techniques des départements. Quel est le regard que vous portez sur les agences techniques des départements?
un peu mon avis sur le sujet, mais ça m'intéresserait d'avoir le vôtre, à la fois sur, parce que j'imagine que vous avez une vue assez générale, sans doute assez différenciée de ce qu'il y a d'un département à l'autre, et comment est-ce que vous le percevez en termes de services, de coûts? Monsieur le directeur général. Alors, sur la question du changement de culture, c'est clair. Moi, j'ai commencé, donc, comme je le disais, dans les années 80, à un moment où vous étiez chef de service dans une DDE. Effectivement, vous faisiez à la fois de la MO, de la maîtrise d'œuvre pour les collectivités, à la fois du réglementaire. Et moi, je trouve que ça fonctionnait pas si mal que ça, parce que finalement, quand vous faisiez du réglementaire, vous oubliez pas que la veille, vous étiez les mains dans le cambouis et que donc vous étiez peut-être un petit peu moins péremptoire, hein, si on peut dire les choses comme ça. Et puis, à contrario, quand vous étiez les mains dans le cambouis avec des collectivités, du coup, vous essayiez quand même d'appliquer ce que vous racontiez la veille sur le réglementaire. Bon, il se trouve que, justement, à partir des années 90, un mouvement consistant à dire que c'était pas bien du tout, que c'était scandaleux, que c'était le mélange des genres. Bon, tout ça a évolué pour arriver à la situation actuelle où, effectivement, je veux dire, on a des gens dans les services de l'État qui ne font plus que du réglementaire. Le résultat, c'est qu'évidemment, vous n'avez plus d'ingénieurs. Vous n'avez plus de gens compétents techniquement, parce que les gens compétents techniquement, ce qui les intéresse, c'est de faire de la technique. Et donc, pour aller faire du réglementaire. Donc, on a aujourd'hui, alors pas dans toutes, évidemment, dans les grosses DDT, il y a encore un petit peu de compétences techniques, mais dans la plupart des DDT, vous avez zéro compétence technique. Au passage, c'est un sujet que commencent à avoir aussi les départements, puisque quand les routes ont été transférées, on a transféré avec un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens. Ces gens-là commencent à partir à la retraite, évidemment. Et nous, ce qu'on voit et ce que nous disent nos collègues, c'est que de plus en plus, quand les gens avaient un ingénieur ou un technicien qui passe à la retraite, on embauche un administratif à la place. Donc on a, au-delà des questions qu'on évoque, on a une vraie question qui est la place du technique dans les politiques publiques. Moi, c'est un petit peu un de mes dadas, ça dépasse largement le CEREMA, bien sûr, mais on a un monde qui est de plus en plus complexe sur le plan technique, technologique, etc. Et dans les politiques publiques, dans la mise en œuvre des politiques publiques, on a de moins en moins d'ingénieurs, de techniciens. Ça interpelle. Après, sur la question de la jungle des agences, moi, évidemment, on est les plus mal placés pour dire des choses dessus, parce que c'est pas nous qui le vivons. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à vous dire, ben non, c'est simple, je les connais, etc. Mais en même temps, moi, je suis pas élu local dans une petite commune, voilà. Moi, je crois, on parlait tout à l'heure du guichet unique, que le rôle du préfet, pour le coup, est très important, et il faut que le préfet puisse effectivement dire à la collectivité, mais ça, attendez, je vais appeler machin truc, je vais appeler tel organisme, etc. C'est pas ce qui se fait aujourd'hui, j'en suis conscient, mais alors mettons autour du préfet, mettons autour du préfet à ce moment-là une équipe technique qui refera ce que faisait la TESAT et qui servira aussi d'intermédiaire. Enfin, si vous voulez, nous, notre analyse, elle est simple. Tout le monde pleure des larmes de crocodile depuis 15 ans. Parce qu'on a, oui, ça fait bien 15 ans qu'on a supprimé la TESAT. En vérité, à un moment, je pense qu'on peut être assez grand pour se dire que, pardonnez-moi, mais collectivement, on a fait une connerie et qu'il faut recréer d'une façon ou d'une autre ce service-là. Et c'est pas si énorme que ça. La TESAT, quand ça a été supprimé, c'était 4000 ETP. Les chargés de mission dans les collectivités, c'est plus de 3000. Donc on n'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas non plus dans des trucs extraordinaires. Si vous remettez l'équivalent de la TESAT dans 70 départements, parce qu'il y en a où il n'y a pas besoin, je veux dire, mettez ça dans 70 départements, des équipes de 20 personnes, ça vous fait 1500 ETP. Non mais je me permets, je trouve qu'à un moment, c'est des choses qu'on peut dire. Alors après, sur les ATD, la difficulté des ATD, c'est qu'elle est double. C'est-à-dire d'une part, c'est très hétérogène. Chez moi, en Haute-Garonne, vous avez une ATD qui a plus de 100 personnes.
donc qui est costaud, qui fait beaucoup de choses pour les collectivités. Il y a des endroits où il n'y en a pas, et il y a beaucoup d'endroits où il y a une ATD toute petite. Et puis vous avez quand même une deuxième difficulté d'ordre plus politique, cette fois-ci, qui est que c'était bien pratique de s'adresser à l'État, à la DDA, à la DDE, parce que l'État était neutre. Et évidemment, je suis maire d'une petite commune, je n'ai pas forcément envie de m'adresser au département. Alors, en tout cas, moi, je peux vous dire ce que nous, on fait depuis quelques mois. On a mis en place un groupe de travail avec un certain nombre d'ATD pour essayer de voir comment on peut travailler beaucoup plus fortement. Ça devrait donner lieu, d'ici un mois, là, un certain nombre de propositions faites à l'ADF pour essayer d'avancer sur le sujet. Peut-être sur le désamour, il y a la question. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions du côté des collègues. Non, je pense que tout le monde a apprécié le langage libéré. Si vous permettez, Monsieur le Président, bien sûr. Vous avez donné une piste intéressante sur le fait de recréer peut-être une structure dans les services de l'État sous forme d'ATESAT peut-être revisitée. Mais donc ça veut dire qu'on remette des compétences, ces compétences qui seraient nécessaires en termes d'ingénierie dans les préfectures. C'est des compétences qui existent aujourd'hui dans certaines agences, peut-être dans la vôtre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, si on devait recréer ça, est-ce que ça veut dire que c'est parmi ces 1500 ou 3000 ETP qui seraient nécessaires, est-ce que certains viendraient de chez vous ou d'autres agences que vous identifiez aujourd'hui? Peut-être et certainement même effectivement en partie. Je pense que certains viendront aussi du réseau actuel du ministère de l'écologie, enfin ex-ministère de l'équipement. Nous, on les voit venir en fait, les gens qui ont envie de faire de la technique. En pratique, aujourd'hui, on en recrute pas mal en sortie d'école parce qu'ils ont envie de faire le métier qu'ils ont appris. Ils font 5 ans, ils vont ailleurs, c'est normal. Et en fait, on les voit souvent revenir au bout de 10-15 ans sur des postes évidemment un peu plus capés. Et moi, je suis assez persuadé que si on remet dans les départements des équipes d'ingénierie, on trouvera, oui. Parce que, vous savez, moi, je suis ingénieur, j'ai 2 diplômes d'ingénieur, les gens qu'on recrute, vous êtes formés et ce qui vous motive, c'est de l'ingénierie, c'est de construire, c'est pas d'inscrire le dossier réglementaire, machin truc. D'autant plus que c'est ce que vous évoquiez aussi, qui est que avant encore, les services de l'État, ils distribuaient de l'argent. Alors aujourd'hui, ils en distribuent un peu, mais enfin, il y a de multiples canaux de distribution d'argent. Et là aussi, c'est probablement quelque chose qu'il faut regarder d'une façon ou d'une autre. Donc, merci encore une fois pour vos propos. Enfin, là, on est en train de toucher une trajectoire qui est une réinternalisation à l'intérieur des services de l'État. Je pense qu'il y a à peu près plus de 35 ans, à l'époque, c'était plutôt pour ouvrir à la concurrence que ces structures avaient été créées aussi pour éclater. Moi, j'ai connu pas mal de gens d'ADDT, DDE et autres qui sont partis de ces structures au moment où vous indiquiez, qui ont monté leur propre bureau d'études privées et qui ont fait un travail colossal sur les territoires et qui ont bien gagné leur vie, tout à fait. Donc c'est vrai que ce retour-là questionne aussi des trajectoires et des choix politiques qui ont eu lieu il y a 35 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire le retour sur ce type de service? Ça sera une question qu'on posera certainement à un moment donné dans le rapport. Ce qui est clair, en tout cas, nous, dans les relations qu'on a avec SINOF, Syntec, les grands syndicats les syndicats de bureaux d'études, comme je le disais, eux, ils nous disent, en vrai, le marché n'a pas monté. Parce que, évidemment, les collectivités, elles se retrouvent, elles sont toutes seules, elles n'ont personne pour leur faire le cahier des charges. Donc sans cahier des charges, vous n'allez pas aller chercher un bureau d'études. Peut-être juste 2 mots d'ailleurs sur comment on intervient, nous. En fait, on intervient beaucoup à l'amont. C'est-à-dire quand la collectivité ne sait pas ce qu'elle veut, typiquement. Donc on intervient beaucoup en appui à la collectivité, la réflexion, on fait de l'AMO en quelque sorte. Et on intervient de plus en plus à l'aval. C'est-à-dire que souvent, la collectivité nous dit... Ouais, ok, faut faire travailler le privé, donc vous voulez pas faire la maîtrise d'œuvre, etc. Mais par contre, j'aimerais quand même bien que vous jetiez un œil sur ce que fait le bureau d'études privées que j'ai appointé, parce que
Voilà. Et donc, on intervient beaucoup, de plus en plus, comme tiers de confiance, plutôt à l'aval et vraiment aux côtés de la collectivité face aux bureaux d'études privés, aux entreprises, etc. Très bien, merci Monsieur le Directeur Général. Bon retour, merci pour le temps accordé et puis je pense qu'on peut lever cette séance. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.